Bonjour Gérard, on va rien faire de faux comme souvent à la télé aujourd'hui. Je te vois donc dans le cadre de mon livre-film, son titre est Risque de chance, traduction littérale de l'idéogramme chinois du mot crise. Sa vocation, à ce livre, c'est aider à faire naître celle des autres, leur vocation. Le cœur de son message, c'est rien ne peut empêcher ta contribution au monde, mais c'est elle qu'elle est-elle. Mais sais-tu, quelle est-elle? Son histoire, c'est la mienne et les vôtres partagées en résilience. Ces thématiques, elles sont ouvertes et portées par chaque personnalité très différente. Toi, dont l'oncle Constantin, pilote de chasse pendant la guerre, te disait toujours « si tu peux, vas-y », peux-tu me dire, s'il te plaît, quel est le plus beau risque dans la vie? Le plus beau risque dans la vie, c'est de porter secours à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'issue. Mon souvenir, c'est lorsque j'étais pilote bénévole à Aviation Sans Frontières, sur les camps de réfugiés que j'alimentais avec mon petit avion, notamment à la frontière de l'Éthiopie, de la Somalie, au Mozambique qui était en guerre, en Ouganda, j'ai assisté à des scènes qui m'ont épouvanté. Quand tu vois qu'une femme, une mère, a 2 enfants dans les bras, qui est un squelette, qui n'a plus de lait, et qui est obligée de sacrifier un des enfants pour sauver l'autre, on a tout dit. On n'est plus comme avant. Et c'est les pires atrocités dont nous sommes responsables quelque part. Parce qu'il y a les guerres elles sont alimentées par du fric et des armes, et il y a les réfugiés climatiques, et là aussi on y est pour quelque chose. Donc si on peut faire quelque chose, même les petits gestes tous les jours, en faveur d'un monde meilleur, ça c'est une grande récompense. Qu'est-ce qui est vraiment important, voire plus grand que toi? Je suis tout petit. Alors, j'ai ma taille. La taille, elle m'a servi quand même une fois quand j'ai fait la sélection d'astronautes. Parce que quand on est petit, on irrigue le cerveau un peu mieux. Mais en fait, c'est pas tout à fait faux, parce que quand on est dans la centrifugeuse, on a ce qu'on appelle le voile noir. C'est-à-dire que le sang descend du cerveau et on voit plus clair. Et donc, quand on est petit, on a ce petit avantage par rapport aux grands. Et puis, vu le prix du kilo balancé dans l'espace, vaut mieux être petit. Qu'est-ce que tu reconnais en toi-même, par toi-même, qui te donne le goût de vivre? Alors, bon, j'ai pupille de la nation, je ne suis pas le seul, il y en a eu d'autres, des orphelins. Je remercierais presque de cette situation, parce que quand il t'arrive quelque chose, eh bien, ça permet de rebondir, justement. Et c'est pas mal, parce que tout n'arrive pas tout cuit. Et je vois beaucoup de copains qui ont des problèmes avec leurs enfants parce qu'ils sont gâtés pourris et qu'ils ne font plus la différence entre ce qu'il leur est dû et ce qu'ils devraient avoir. Quelle est ta contribution au monde, ta mission, ta vocation, toi Gérard? Alors, mission, moi j'ai pas l'âme missionnaire du tout, mais je suis plutôt un anticlérical primaire, comme disait la chanson de Brassens. Notre Père qui est aux cieux, restez-y, moi je reste sur la terre qui est si jolie. C'est pas de lui, mais c'est un poète connu. Et c'est essayer d'entendre, essayer d'écouter. On peut avoir des plans sur la planète, et si on arrive à déceler quelque chose qui peut contribuer à faire de vous quelqu'un d'un peu généreux, c'est pas mal. Ce qui est le plus dur à donner, c'est le temps. Et donner de l'argent, finalement c'est que dalle. Mais donner du temps, prendre du temps pour écouter les gens, c'est vachement précieux. Et ça, il faut le faire. Face aux difficiles, n'est-ce pas souvent en s'ouvrant à toute autre chose que les solutions naissent? Ah oui, alors c'est ce qu'on appelle la sérempidité. C'est-à-dire qu'on cherche quelque chose et on découvre autre chose. Le plus bel exemple, c'est un laboratoire pharmaceutique qui avait fait un médicament, une souche pour l'hypertension artérielle, et ils ont fait des expérimentations sur les humains et ils sont aperçus que ça les faisait bander. Donc le Viagra est né comme ça, pour un truc qui n'a rien à voir. Et j'adore ça, parce qu'effectivement le monde de la recherche, c'est quelque chose qui est très large. Il faut avoir les yeux ouverts sur des choses qui peuvent paraître complètement aberrantes. Moi je suis président d'une école, enfin vice-président d'une école d'ingénieurs,
que j'avais racheté quand j'étais élève, c'était plus facile pour avoir le diplôme. Et aujourd'hui, elle existe toujours avec 1500 élèves ingénieurs et puis 250 enseignants-chercheurs. Je leur dis, éclatez-vous maintenant. N'ayez pas de limite à l'absurdité. Soyez inventifs, créatifs. Et du coup, vous trouverez des choses, et des choses qui sont totalement inattendues. Est-ce un risque de chance, Gérard, d'être pupille de la nation qui a décidé de vivre tous ses rêves, comme tu l'as évoqué tout à l'heure? Alors enfin moi c'est particulier, j'étais pupille de la nation dans une banlieue ouvrière à l'époque qui était le Valois-Perret, et j'étais un peu montré du doigt. Pourquoi? Parce que j'étais habillé par la mairie. Et la mairie, c'est une cape, c'est des gros godillots, c'est le contraire de la mode. Et j'étais désigné comme le pauvre finalement, et ça, il n'y a rien de pire parce qu'on te regarde avec un œil concupissant. Et j'ai horreur des gens qui donnent. On ne doit pas donner, on doit développer. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai monté Zébunet, le microcrédit à l'élevage, parce qu'on redonne de la dignité aux gens. On ne leur donne pas de l'argent, on leur dit je te prête de quoi acheter un zébu, un cochon, une chèvre, et avec le bénéfice que tu vas faire, on va t'aider, tu vas pouvoir me rembourser. On fait un vrai contrat avec quelqu'un qui n'a rien. Et il ne sait même pas lire et écrire, on lui met le pouce en guise de signature. Et c'est formidable parce que là, il se crée un équilibre. On ne le regarde pas d'en haut en disant on va aider les petits nègres, on va faire en sorte qu'il puisse s'en sortir par lui-même. C'est un gros succès à Madagascar, c'est un gros succès au Vietnam, où on fait du méthaniseur en même temps, et on peut concilier d'ailleurs au Vietnam l'écologie et l'économie. À ce sujet, qui es-tu comme magicien et que fais-tu en tant que magicien dans ce monde? Alors, magicien, c'est un mot qui est difficile. Magicien, c'est la personne qui est capable de faire disparaître quelqu'un, mais aussi quelqu'un qui est capable de révéler la vraie personne qui se cache derrière un masque ou qui se cache derrière une posture. On devrait apprendre ça à beaucoup de politiques d'ailleurs. Que voudrais-tu voir se réaliser dans le monde au travers de toi ou au-delà de toi? Alors j'ai commencé un bouquin que j'ai jamais pu terminer, qui est un roman. C'est le roman d'un jeune couple de chercheurs et qui trouve un remède contre le cancer. Et pas n'importe quel cancer, tout à fait par hasard, je ne vais pas raconter l'histoire, mais du coup il devient l'homme le plus recherché du monde parce qu'il reste dans l'anonymat. Et il veut négocier quelque chose pour le monde. Et il envoie ça à des chefs d'État qui sont atteints du cancer, et il envoie ça d'une façon anonyme, et ils guérissent. Et il menace d'arrêter l'envoi de ce médicament s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'il va demander? D'abord, il est recherché par toutes les polices du monde, il est recherché par tous les laboratoires du monde, il devient l'ennemi public numéro 1 alors qu'il devrait être l'ami public numéro 1. Qu'est-ce qu'il demande? La fin de la faim dans le monde, la fin des guerres, des choses totalement utopistes qui ne se réaliseront jamais. Du coup, j'ai jamais pu terminer le bouquin. Qu'est-ce que tu aimerais mettre à la place du difficile de notre monde? Qu'est-ce que j'aimerais mettre à la place du plus difficile? Ouais, du difficile de notre monde. Eh bien, notre monde il va pas bien. J'aime beaucoup les astronautes parce que je suis en train de monter avec eux un pacte pour le climat pour les élections européennes, et ils me donnent une phrase que j'aime beaucoup parce que j'avais fait la sélection astronaute, j'étais dans les 10 derniers, malheureusement j'ai pas été pris, mais ça m'a permis de regarder le monde autrement. Moi mon rêve c'était d'aller là-haut pour regarder la Terre. Et tous les astronautes, sans exception, quand ils reviennent sur Terre, ils font un bilan de la Terre. Et ils disent une chose qui me plaît beaucoup, ils disent, voilà, on est tous dans un vaisseau spatial qui file à 105 000 km/h autour du Soleil. Ce vaisseau spatial, il s'appelle la Terre. Et nous, les terriens, nous en sommes l'équipage. Et l'équipage qui mène le destin de ce que nous voulons en faire. Et je trouve ça très beau. Partages-tu la vision de Jean Vanier, que j'ai eu la grâce d'interviewer comme toi, qui m'a fait le même cadeau? Et Jean, il dit, chaque personne est une histoire sacrée. Oui, à chaque fois que quelqu'un disparaît, c'est un livre d'histoire qui disparaît. Et je me souviens très bien
de l'avion du Concorde. Pourquoi le Concorde? Parce que un de mes meilleurs copains, qui est le parrain de mes enfants, il était dans le crash, il s'est tué avec le Concorde quand il y a eu le crash du Concorde à Roissy. Et du coup, j'ai fait une vidéo pour les enfants, pour ses enfants qui étaient jeunes à l'époque. Et j'ai dit voilà la vie de votre père. Ils ne connaissaient pas leur père. Et finalement, ça a été formidable. C'est parce que j'ai découvert quelqu'un aussi, en rassemblant des photos, des vidéos, des interviews, des copains, etc. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ça. Il y a un truc à monter. Il y a une chaîne, un Wikipédia, où on peut raconter la vie de chacun. Il n'y a pas de vie anodine. Il y a toujours quelque chose à raconter. Quand j'étais président de l'Aéroclub de France, eh bien, il y avait encore beaucoup de survivants de la dernière guerre qui discutaient, qui se retrouveraient. Là, on leur offrait le bar, donc ils se retrouvaient entre copains. Ils ont vécu des choses incroyables, comme le Normandie-Niemen. Et du coup, je leur demandais de raconter leur histoire. Et quand j'y suis pas arrivé, je voyais quelqu'un disparaître. Je me dis merde, quel con, mais j'aurais dû l'interviewer, le filmer, le torturer pour qu'il me ressorte, que ça tombe pas dans l'oubli. Voilà, quelqu'un qui meurt, c'est un livre qui disparaît. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie que tu souhaiterais voir continuer? L'amitié. As-tu un défaut dont tu souffres? Oui, j'ai un gros défaut, je ne sais pas dire non. Résultat, eh bien, alors je déçois les gens. Et ça, c'est terrible. Il y a un moment, il faut avoir du courage de dire non, je peux pas. Et moi, j'y arrive pas. C'est quoi l'intention positive qui se cache derrière ce défaut de ne pas savoir dire non? Eh ben, moi, tout gamin, on m'a aidé. Hein. J'avais la main comme ça et on mettait ce qu'il fallait. Et maintenant, les gens qui ont la main, je la retourne ma main, c'est moi qui donne. Et ça, c'est la grande revanche, quoi. Quand on a subi des choses, quand on a souffert un peu, moi j'estime pas avoir souffert beaucoup, mais on a des dettes. Et ces dettes, eh ben, faut savoir les retourner. Moi j'ai monté un truc qui s'appelle les ailes de la ville. Je fais construire des petits avions par des jeunes des banlieues qui sont totalement sortis du programme scolaire. C'est une main tendue. Et parce qu'autour de l'avion, il y a de la menuiserie, il y a de la mécanique, il y a de l'électricité, il y a de la tôlerie, etc. Donc on leur apprend un métier. Et on reprend les bases. C'est-à-dire quand on leur dit, voilà les gars, on va acheter le bois, il est en bois l'avion, c'est le bois de Californie où ça se trouve sur la carte de la Californie. Et puis après on va acheter le bois, il fait tant de mètres carrés, on apprend les surfaces, et puis ça fait le tiers du budget, on apprend les fractions, etc. etc. Et au bout d'un an, on les a mis à un niveau correct. Et ils volent sur l'avion. Grosse prise de responsabilité, là ils sont pas fiers parce que les mecs qui roulent les mécaniques, on leur dit non, on va essayer l'avion, alors qui veut venir? Et puis on leur prouve que ce qu'ils ont fait, eh bien c'était hyper dangereux parce qu'il manque un point de colle, il manque un écrou, il manque une goupille, etc. On dit voilà, on est mort, mais on va y aller quand même. Là il n'y a plus personne et on fait ce qu'on appelle un contrôle qualité. Et c'est formidable parce qu'un jour, il y a un garçon qui part en stage. Parce qu'on essaye de leur faire connaître l'entreprise. C'est un mec qui faisait des réseaux informatiques, il m'appelle, il me dit ton petit gars il sait pas lire, il sait pas écrire, mais en réseau il est balèze. Alors je veux le garder. Bon, très bien. Et puis le jour de l'inauguration, on avait fini l'avion avec le reste de l'équipe. Il revient, costard, cravate et tout, ses copains se foutant de sa gueule évidemment. Et puis en partant, il me donne une enveloppe avec un billet dedans. Alors, il a chialé parce que voilà, il avait trouvé sa voie et il avait envie de retourner justement ce qu'on lui avait donné. Est-ce que tu as des mentors et quel message te portent-ils? J'ai pas de mentor. Non, c'est rare. Un mentor, c'est quelqu'un qui t'épaule, qui... Constantin peut-être? Oui, bien sûr, mais il n'existe plus. Allez, je peux pas là. Je peux? Non? Je vais le couper. Et ça? C'est mon fils, je suis obligé là, je peux pas dire non. Oui Yvan, ça va? Je suis en pleine interview là, je suis filmé en ce moment. Non, je te rappelle dans un quart d'heure. Salut. Voilà, c'est mon fils. Donc là je peux pas dire non. Si c'est urgent, tu veux qu'on arrête? Non, pas du tout. Et donc voilà. Pas de mentor. Mentor,
c'est quelqu'un qu'on peut admirer, oui, effectivement, l'oncle Constantin, totalement atypique, héros. Spinetta. Qui me disait, oui, des gens comme ça qui sont humanistes. Dans les chefs d'entreprise, j'en ai connu deux. Il y a Spinetta d'Air France, en effet, et puis il y a Béchat, qui était le patron de Safran, qui est mort, et qui était des grands patrons. Ce que j'appelle grands patrons, c'est les gens qui sont un peu humanistes et qui savent écouter les gens. Ta vie est-elle un stage d'amour comme la mienne ici-bas? Ah bah oui, bien sûr, évidemment qu'on est l'amour ici. Yann Arthus Bertrand parle beaucoup d'amour, il n'y a pas un seul discours où il ne parle pas d'amour, et je suis en totale fusion avec lui là-dessus en tous les cas. Oui, on a besoin d'amour, toutes sortes d'amour d'ailleurs. Pour conclure, Gérard, faut-il tout oser demander dans la vie? Oui, il ne faut pas avoir de complexe, il faut dire les choses comme elles sont, avec le maximum de transparence, sentiment, avouer ses faiblesses aussi. Alors évidemment, on peut s'en servir, mais après tout, qui s'en servent. Pourquoi as-tu accepté ma demande d'interview avec cette simplicité? Bah écoute, t'as un esprit de conviction qui est incroyable, et encore une fois, je ne sais pas dire non. Donc c'est quoi le plus beau risque dans la vie, en un mot s'il te plaît? Le courage. Le mien aura été de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Merci du fond du cœur. Vraiment, profondément. As-tu une question? J'ai tellement de questions. Moi, je suis en questionnement permanent sur moi-même déjà. Moi, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais. Mais au hasard des rencontres, voilà, des belles rencontres comme celle-ci, c'est à apprendre. Il ne faut pas laisser échapper les choses qui se passent devant parce qu'elles ne se représentent plus. Il y a un pote qui passe, on doit partager des trucs, bon, on lui serre la louche et on se quitte plus, quoi. Voilà, c'est ça la vie. T'es une belle personne, merci.